Allez Coralie, je vous donne la parole. 3 questions, pas plus, à chacun de nos invités. Vous commencez par qui, Coralie? Monsieur Bertha. Allez, on y va, allez, Monsieur Bertha. Monsieur Bertha, est-ce que vous avez été lâche ou finalement vous vous êtes payé le luxe d'en avoir marre au regard du péril que vous représente pour vous le Rassemblement national? Madame Coralie. Ah, Madame Coralie, ce soir. Lâche, ça peut être interprété comme ça. J'ai pas à l'avouer, je l'avais dit, je ne voulais pas faire de ce deuxième mandat. J'avais négocié effectivement parce que je me sentais hautement responsable de plusieurs éléments. L'un, j'étais le dernier scientifique de l'Assemblée et je ne peux pas admettre qu'on ne comprenne pas dans ce pays que la recherche doit être la grande priorité de la nation si on veut un jour s'en sortir. 2, j'ai créé à Paris le groupe sur les maladies rares et les 3 millions d'enfants. J'avais envie de continuer à me battre pour eux jusqu'à la sortie du 4e plan national. Et du coup, là, pourquoi vous n'y êtes pas allé? Alors là, je ne suis pas allé parce que j'avais de toute façon totalement anticipé le fait de m'arrêter en 2025. Tout était programmé, si vous voulez tout savoir. J'avais obtenu une grande mission, tout à la fois de côté élyséen et côté Matignon, pour passer la main en 2025. Oui. D'abord parce que je trouve que 7 ans, finalement, ou 8 ans, c'est peut-être une limite de durée qu'il faudrait peut-être imposer à tout type de mandat. Peut-être que ça permettrait de Mais parce que régénérer. Alors vous n'êtes pas allé parce que vous avez la volonté de transmettre le flambeau, c'est ce que vous essayez de nous faire comprendre ce soir? Oui, il y avait ça aussi. À Aurélien Colson, qui était votre suppléant. Je suis assez dans la transmission et je l'ai toujours été dans mes différentes fonctions. Au vu des circonstances, on a un peu du mal à vous croire, mais en tout cas, c'est votre réponse à ma question. Finalement, c'est Sylvie Josserand, députée RN, qui a été élue. Et comme vous avez un gros point commun. Vous êtes tous les deux professeurs à l'université. Alors, à ma connaissance, soit si elle a eu une promotion, il me semblait qu'elle n'était que maître de conférence. Mais bon. Oui, mais elle travaille à l'université. Vous l'avez déjà croisée? Je l'ai recrutée. Vous l'avez recrutée? Absolument. Vous le regrettez? Ah ouais? Non. Je ne commente pas parce que c'est sans intérêt. Et j'ai le droit du coup à ma dernière question, toujours par rapport à Sylvie Josserand et notamment au dossier que vous défendiez sur le territoire. Est-ce que vous allez quand même la rencontrer? Est-ce qu'il y aura une espèce de passation, de flambeau, puisque vous êtes élu sur un territoire, une circonscription avec des communes et des habitants, ou est-ce que c'est chacun dans son coin? Alors déjà, il faudrait que ce type d'élu extrême ait envie de défendre quelque dossier que ce soit. Ce sont des étiquettes qui se promènent sur le territoire avec des photographes pour les prendre en photo. Leur action, aussi bien nationalement que localement, est égale à rien. Oui, mais là, vous pouvez donc, pas préjuger du travail de Sylvie Josserand. Elle sera à l'image de tous les élus de son mouvement, c'est-à-dire que ces gens-là sont là pour porter une parole. Je vous le redis, je les ai observés. Non, mais laissez-moi finir. Avec une parole d'ailleurs qui est très 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 minutée et très calibrée, puisque leur objectif c'est de citer le nom de Marine Le Pen à peu près toutes les 2 phrases. Et ça, je pourrais vous le montrer. Ils reprenaient toutes les interventions du RN en commission comme dans l'Assemblée. Et ensuite d'arriver à quelle que soit la thématique, à revenir sur le thème central qui les habite et qui est leur seul thème central, qui est donc un thème bien sûr raciste et xénophobe, qui est l'islamisation de la société française. Donc je ne vois pas ce que je pourrais transmettre à ce type d'individu. Très bien. Rémi Nicolas, quelques questions pour vous de Madame Mollaret. Alors on va parler un peu plus de votre territoire et de votre commune, puisqu'on a appris que le village des Solidarités, c'était le projet phare que vous portiez pour les élections municipales. Il a pris un sérieux coup dans l'aile. Est-ce que c'est fini, le village des Solidarités? Oh non, pas du tout. Bien au contraire, il est toujours d'actualité. Alors effectivement, il a pris du retard, puisque quelques difficultés autour de la problématique de la protection de l'eau, mais... On rappelle juste ce que c'est, le village des Solidarités. Le village des Solidarités, c'est un espace qui va réunir tous les services dédiés à la personne qui se trouve sur la commune, à savoir notre centre communal d'action sociale, notre centre social et le centre médico-social et la maison France Service, on en parlait tout à l'heure. Depuis effectivement le retrait du permis que j'ai dû réaliser, j'ai fait le tour des services. Un permis qui a été refusé par Nîmes Métropole, présidé par votre allié Franck Proust. Alors un permis pour lequel Nîmes Métropole a émis un avis défavorable au titre de la protection de l'eau. Donc depuis, j'ai pris le temps de faire le tour des différents services concernés, les services de l'État, donc le préfet notamment, le PTB du Vis, Nîmes Métropole, etc. Oui, parce que juste pour vulgariser, c'est une parenthèse, c'est qu'en fait, votre projet, initialement, tout était bon, mais qu'en 2020, il y a eu un rapport, un règlement qui a été entériné, en fait, dans la crise Covid, et in fine, votre projet qui, au départ, était plutôt bon et qui allait se réaliser, ne peut plus se réaliser à cause de ça. C'est un projet qui est très bon,
qui est très bon, Selon vous, mais... qui va se réaliser effectivement. Coralie a dit bon, hein, c'est déjà pas mal. Il est sur une zone de protection rapprochée, mais une zone qui est déjà urbanisée à 80%. Et à travers les différentes rencontres que j'ai pu avoir avec les différents services, on a pu mettre en avant toutes ces contradictions auxquelles on était confrontés, et ce qui a incité le préfet du Gard et les services de l'État à diligenter une nouvelle étude sur ce périmètre, afin de prendre acte de la situation dans laquelle on est il y a peut-être un espoir, c'est ce que vous dites ce soir. Il y a même un grand espoir. Allez, on passe au département, puisque c'est une collectivité aussi dans laquelle vous êtes élu, mais là, l'Imétropole, c'est à droite, le département, c'est plutôt à gauche. C'est même à gauche. C'est même plutôt à gauche, très très à gauche. Pas non plus insoumis, mais à gauche. La présidente du conseil départemental, Françoise Laurent-Périgot, a été un peu alarmiste quant aux finances de la collectivité. Est-ce que vous partagez son inquiétude ? Les finances de la collectivité sont bonnes, on dégage un résultat positif, mais le constat que l'on fait, c'est que ce résultat est en diminution. Il est à hauteur de 150 millions d'euros l'exercice précédent, on est à 36 millions, donc le constat, il est bien là, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation budgétaire qui est commune à l'ensemble des collectivités, où nos dépenses augmentent plus vite que nos recettes. Pas toutes les collectivités, mais en tout cas, oui, le conseil départemental. Oui. Mais toutes les collectivités, je crois, aujourd'hui sont confrontées à cette problématique-là. On va en parler. Le département, le département a la chance d'avoir effectivement un bon matelas, département du Gard, d'avoir un bon matelas qui nous permet d'amortir les chocs sur 2024, certainement sur 2025. Mais effectivement, il faut être vigilant, puisque lorsqu'on est aux commandes d'une collectivité comme le département, il faut se projeter à long terme. Donc il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, nos recettes, notamment les recettes fiscales, sont moindres qu'elles n'étaient. Mais c'était pas de la vigilance quand même de la part de Françoise Laurent-Périgot. J'étais au Pont du Gard, on a quand même senti qu'il allait avoir des actions qui allaient être amoindries. On a quand même senti un recul, qu'elle regrettait, mais elle le voit quand même venir. Après, ça fait des années qu'elle fait de la politique, mais on a quand même senti que là, il se passait quelque chose. Je crois que vous avez mal interprété le propos de la présidente. Aujourd'hui, en matière d'investissement, le département a toujours une ambition à hauteur de entre 120 et 140 millions d'investissements par an, ce qui est conséquent. En matière de fonctionnement, et notamment en matière d'action sociale, le budget est à la hausse de plus de 50 millions d'euros. Donc, le département reste présent. Après, il faut être conscient d'une situation qui aujourd'hui économiquement se dégrade. Il faut en tenir compte et ne pas ouvrir les vannes comme si de rien n'était. Je crois que c'est de la bonne gestion que de se projeter dans un contexte. Et puis là, le contexte politique qui est le nôtre aujourd'hui nous laisse dans beaucoup d'incertitudes. Allez, une toute dernière question, Coralie. Du coup, je vous ai dit qu'il y a certaines collectivités, certains établissements publics qui se portaient mieux. C'est notamment le cas de Nîmes Métropole, qui a eu de belles recettes fiscales. Est-ce que, comme le maire de Saint-Gilles, Eddy Valadier, vous dites merci à Macron ? Ce qu'on peut dire, je sais alors pas il a dit merci à l'État, mais c'est pas exactement Macron. Non, ce qu'il faut dire merci, effectivement. À l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, merci. Nous avons. Monsieur Bertha. Absolument. Nous avons une collectivité comme l'agglomération, et c'est le cas des communes aussi. Nous avons profité d'une augmentation inédite des bases de taxes foncières à plus de 7%. Donc une hausse des impôts votée par monsieur Bertha, c'est ça? Non, c'est pas une hausse des impôts, c'est une hausse des bases. Oui, les impôts, c'est les collectivités. Mais on paye plus. Mais donc, effectivement, le contribuable paye plus. Donc, on a profité de cette manne-là sur l'exercice 2023. Mais je le répète, nous l'avons dit, et Eddy Valadier, et moi, mais aussi Frédéric Touzelier, me semble-t-il, ça reste conjoncturel, cette augmentation-là. Il faut aussi rester prudent. Nîmes Métropole a un taux d'endettement qui est fort, à près de 500 millions d'euros de dette, plus que le département du Gard. Donc il faut rester prudent. Un bon exercice 2023, mais là, pour le coup, de la vigilance, mais je crois ce qu'a dit aussi le président, de la vigilance pour les exercices à venir. Un tout dernier mot, Rémi Nicolas. On a reçu un mail aujourd'hui de votre élu d'opposition, ex-rival à la mairie, Stéphane Guillemin, qui annonce son départ de chez Reconquête. Alors, est-ce que, comme un peu le capitaine Haddock, il essaye de s'enlever quelque chose de la tête à 18 mois des municipales, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que cela vous inspire? En 2020, il était soutenu par Franck Proust. En 2022, il était candidat chez Zemmour. 2024, ce sera peut-être le Rassemblement national. 2026, on verra. Ce sera peut-être dans votre majorité. Je ne suis pas sûr. Non, ça ne m'inspire pas grand-chose. Voilà. Merci Rémi Nicolas.
Merci beaucoup Rémi Nicolas, maire de Marguerite, Merci d'avoir à vous. été avec nous ce soir, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci Philippe Bertha Avec d'avoir été plaisir. là ce soir, on était ravis de vous accueillir. Merci.